Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeu C'était podcast, merci d'être de retour à mes côtés. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous proposer un podcast la semaine dernière, mais le virus de la grippe qui avait touché plusieurs joueurs durant le week-end de Coupe Davis a eu raison de moi et c'était pas une partie de plaisir, je peux vous le dire. J'ai été dans un sale état et eh bien voilà, je suis contente d'être de retour et je ne suis pas seule aujourd'hui. Vous êtes certainement comme moi très heureux de le retrouver. Philippe Dehaze est avec nous aujourd'hui. Comment ça va depuis l'Open d'Australie ? Je vais très bien. L'Open d'Australie qu'on a suivi d'ici. Assidûment. Malheureusement d'ici, pas de là-bas. Mais je vais bien, Christelle. Toi aussi ? Ouais, écoutez, entre-temps, il y a eu cet épisode post-Open d'Australie, super intéressant, plein de questions que vous aviez à poser, auxquelles Philippe a répondu. Donc, si vous avez envie d'aller le réécouter, il faut être membre premium. Vous pouvez aller sur Supporting Cast via Google et vous avez la possibilité de devenir membre premium et d'avoir accès à plein de petits bonus, plein de choses et plein d'épisodes exclusifs. Et comme le veut la tradition, Phil place ce lundi un petit tour d'horizon sur ce qu'il s'est passé sur la planète tennis la semaine dernière avec les tournois de Marseille, de Doha, de Delray Beach et de Buenos Aires. Mais on évoquera aussi l'UTS de Guadalajara, auquel a pris part David Goffin. Et dans ce podcast, vous entendrez aussi Zizou Bergs après sa demi-finale à Marseille. Tout un programme, donc on est parti. Et pour débuter ce podcast, eh bien, on va parler, Phil, de la suite de la saga qui continue à faire beaucoup de bruit, mais surtout à diviser le monde du tennis, l'affaire Jannik Sinner, parce qu'une nouvelle info est tombée samedi. L'Agence mondiale antidopage a annoncé s'être mise d'accord avec le numéro 1 mondial sur une suspension immédiate de 3 mois. Alors pour rappel, Jannik Sinner avait été testé positif au clostebol à 2 reprises en mars 2024, mais il s'était défendu en affirmant que ce stéroïde anabolisant lui avait été administré par un membre de son staff par le biais d'un massage. Un tribunal indépendant avait estimé qu'il n'avait commis aucune faute ou négligence, comme le mentionne l'AMA dans un communiqué. Donc l'Agence mondiale antidopage accepte l'explication du sportif pour la cause de la violation, telle que décrite dans la décision de première instance. L'AMA accepte que M. Sinner n'avait pas l'intention de tricher et que son exposition au clostebol ne lui a procuré aucun avantage en termes d'amélioration des performances et qu'elle s'est produite à son insu en raison de la négligence des membres de son entourage. L'AMA soulève toutefois que selon le code et en vertu de la jurisprudence du TAS, un sportif est responsable de la négligence de son entourage. C'est la raison pour laquelle elle avait fait appel auprès du tribunal arbitral du sport et qu'elle avait réclamé une suspension d'1 à 2 ans, un appel qu'elle annonce retiré après la conclusion de cet accord. Alors Jannik Sinner a réagi, il a déclaré ceci: cette affaire était suspendue au-dessus de ma tête depuis presque 1 an et le processus pouvait être encore long, avec une décision qui serait peut-être arrivée à la fin de l'année. J'ai toujours accepté que j'étais responsable de mon équipe et je réalise que les règles strictes de l'AMA sont importantes pour le sport que j'aime. Sur cette base, j'ai accepté l'offre de l'AMA de résoudre cette problématique avec une suspension de 3 mois. Alors l'Italien ne jouera pas de compétition du 9 février au 4 mai, ce qui veut dire qu'il manquera les 4 premiers Masters 1000 de l'année, donc Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid, mais il ne manquera aucun grand chelem et il sera de retour pour le Masters 1000 de Rome à la maison. Il n'écopera pas d'amende et c'est justement ces 2 derniers points qui font grincer des dents auprès de certains joueurs et observateurs. Nick Kyrgios a été l'un des premiers à réagir pour dénoncer un triste jour pour le tennis. La justice n'existe pas dans ce sport. L'Australien ne comprend pas le changement d'attitude dans ce dossier. L'Agence mondiale antidopage avait annoncé qu'il pouvait être suspendu 1 ou 2 ans. De toute évidence, l'équipe de Jannik Sinner a fait tout ce qui était en son pouvoir pour accepter une suspension de 3 mois sans perdre de titre ni d'argent. Coupable ou pas, point d'interrogation. Voilà ce qu'a déclaré l'Australien. Stan Wawrinka a également partagé son agacement avec cette phrase lancée sur les réseaux sociaux: « Je ne crois plus en un sport propre », tweet auquel Feliciano Lopez a répondu: « Il est très clair que Jannik n'a rien fait pour améliorer ses performances, c'est prouvé, il assume l'entière responsabilité des erreurs des autres et de la suspension de 3 mois qui en résulte. Une suspension plus longue aurait rendu le sport plus propre, s'interroge-t-il? Je ne pense pas. » Voilà donc 2 clans
qui continue à s'opposer sur la question. Et après, Iga Swiatek, qui avait été suspendu 1 mois en octobre après un contrôle positif, et puis blanchi, eh bien, la question reste sur de nombreuses lèvres. Hein. Sommes-nous face à une pratique de 2 poids, 2 mesures? J'aimerais avoir évidemment ton avis sur la question. Oui, alors c'est pas à moi à répondre à cette question-là. Ce qui pose question pour moi, c'est cette possibilité de négocier sa peine. Ça pose quand même vraiment question. Et Medvedev l'a très bien dit aussi. Il dit, ok, j'entends bien ce qui se passe. Il le dit, j'espère juste que le prochain qui se fera prendre aura aussi l'occasion de négocier le moment où il pourra décider de se faire suspendre sans aucune sanction. Et il faut se poser cette question-là. Mais c'est les moyens. C'est les moyens financiers. Alors, il a des avocats. C'est probablement ça qui a fait la différence. C'est qu'il peut engager les meilleurs et les plus grands spécialistes pour plaider sa cause. Et les gars ont fait un très très bon travail. Moi, ce qui me dérange, c'est bien sûr cette négociation. Et puis, il y a dopage ou il n'y a pas dopage? Est-ce qu'on le sanctionne ou est-ce qu'on ne le sanctionne pas? Pourquoi est-ce qu'on négocie? Je veux dire, à partir du moment où il sanctionne, puisqu'il a 3 mois... Oui, mais dans la déclaration, il n'a rien fait. Il n'est pas responsable. Ok, il est responsable de son équipe. Comment est-ce que nous, en personne lambda, on peut comprendre ça? Donc, on va dire non, effectivement, après analyse, il n'a rien fait, il n'est pas responsable du truc, mais on va quand même te sanctionner parce que tu es quand même un peu responsable de contrôler ce qu'on te met dans le corps. Le message n'est pas clair. Non. Je veux dire, si je dois comparer ça à un excès de vitesse sur la route, si la limite est à 120, est-ce que tu vas plus te faire sanctionner parce que tu fais 160 que 140? Ah oui, tu vas payer un peu plus, mais tu te fais sanctionner. Il y a amende, il y a excès de vitesse. Ici, il y a aussi un excès de vitesse. Mais finalement, on lui dit, non, ok, on va négocier, quoi. Il y a un peu, mais peut-être que non. Enfin, je veux dire, c'est pas clair. C'est pas clair. Et moi, je comprends que le monde du tennis et qu'il y ait 2 clans qui s'opposent, parce qu'effectivement, quand tu lis le rapport, tu dis, mais non, il semblerait qu'il ne soit pas responsable. Pour moi, s'il n'est pas responsable, à ce moment-là, il n'y a pas de négociation à avoir. Moi, j'ai l'impression que cette négociation, elle cache autre chose, quoi. On nous dit pas tout sur cette affaire-là. Moi, j'en suis convaincu. Tu vois? Ah oui. Alors, c'est de la négociation d'avocats aussi, mais c'est Yannick Sinner, c'est le numéro 1 mondial. Et l'argent qu'il y a derrière tout ça, ce sont des sommes qui sont colossales. Oui. Il y a énormément de partenaires, etc. Quelles sont les sociétés, quels sont les sponsors qui veulent associer leur nom à un sport qui est sale? Donc il y a probablement beaucoup trop d'argent derrière. Oui, parce que quand tu regardes le cas Victor Troicki, je pense il y a 2 ans, qui avait été suspendu parce qu'il n'avait pas accepté de se soumettre à un test antidopage à tel jour, il l'avait fait le lendemain, parce qu'il n'était pas en état physiquement, et qu'il a pris, je ne sais plus exactement la suspension, je pense que c'est 18 mois. Voilà, regarde Simona Halep qui met fin à sa carrière là parce que ça a finalement gâché sa carrière. Elle aussi, c'était à son insu. Exactement. Et donc, effectivement, le 2 poids 2 mesures, c'est là où ce n'est pas clair. Et c'est ce que Djokovic déclarait encore hier, c'est qu'il faut plus de clarté. Voilà, en attendant, quelle image pour le tennis? Et comment Yannick Sinner va-t-il se sortir de cette affaire? Il va toujours avoir des ennemis désormais. Et c'est dommage parce que c'est vraiment, on en avait parlé sur la personnalité, l'identité. C'est un gentleman et c'est un magnifique numéro 1 mondial. Mais effectivement, je pense qu'il y aura toujours une espèce de petite ombre qui va planer au-dessus de toutes les magnifiques performances qu'il va faire cette année-ci. Et on peut faire un raccourci qu'on ne devrait pas faire, puisqu'il semble-t-il finalement il est responsable de rien, mais ça va être compliqué de ne pas associer ses performances à peut-être de la tricherie. C'est comme ça, maintenant le temps arrange tout et les gens vont finir par oublier aussi et les choses vont s'arranger. Mais il y a pour moi toujours cette suspicion qui est là, quoi, qui plane. Oui, sauf que, alors ça pour moi je suis pas d'accord de l'associer à la tricherie parce qu'on sait que c'était... Alors oui, ok, c'est un produit anabolisant, il est marqué clairement apparemment sur les étiquettes que tu ne peux pas l'utiliser, mais c'est 1 milliardième, c'était ça, la dose retrouvée dans une partie de son corps. Enfin,
c'est pas ça qui a pu améliorer ses performances, quoi. Oui. Alors, moi, je suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne sais pas à partir de quand les produits commencent tout doucement à s'évacuer. Est-ce qu'ils ont un effet au début et puis qu'après, ça se fait absorber et puis on élimine? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai pas les compétences de juger ce que ce produit a pu lui apporter comme plus ou pas. C'est un produit qui est interdit. Il y a un cadre. Et ce produit est dans la liste, il ne peut pas le prendre. Parce qu'on peut résumer ça à ça, tu vois. Tu ne peux pas prendre ce produit-là et tu l'as pris. Ah oui, mais je l'ai pris, mais un tout petit peu. Ah oui, mais je l'ai pris, mais c'était pas moi qui le savais. Alors après, et c'est ça, c'est de ça qu'on discute. Hein. Oui, mais un peu, oui, mais c'est pas lui, mais je savais pas, oui, mais... Et donc, est-ce que ce serait pas plus simple de dire tu prends ou tu prends pas? Non? Oui. Et puis c'est ce qui était prévu au départ, puisque l'Agence mondiale antidopage avait posé une réclamation et réclamait 1 à 2 ans de suspension, et le tribunal arbitral du sport devait donner son verdict le 16 et 17 avril. Et pour finir, l'Agence mondiale antidopage a retourné sa veste parce qu'elle a certainement été en contact avec les avocats de Sinner qui ont voulu négocier 3 mois. Là, c'est pas mal, cette période-ci de l'année, il n'y a pas de grand chelem. On revient à Rome quand il est chez lui. Il sera normalement numéro 2 mondial si tout va bien à ce moment-là, au vu un petit peu de ce qui pourrait se passer. Oui, c'est la peine parfaite. Oui, c'est exactement ça. Tout est dit. Hein. Les gens se feront leur avis. C'est un dossier qui est vraiment nébuleux pour moi. Alors une autre nouvelle assez controversée, Phil, est tombée cette semaine. Elle concerne le double mixte à l'US Open. Les organisateurs ont décidé d'innover avec une série de nouvelles règles. Premier changement, le tournoi qui prenait part durant la quinzaine aura lieu cette année, la semaine qui précède, soit pendant les qualifications de simple. Le tableau accueillera 16 paires mixtes, 8 seront qualifiés grâce au classement combiné en simple et les 8 autres via une invitation. Alors cette formule menace évidemment les habitués du double mixte de se retrouver dans le tableau parce que les joueurs de double ont généralement un classement en simple qui est plus faible, et puis en général, les wildcards, elles vont aux Américains. Évidemment, le but des organisateurs, c'est d'attirer des grands noms pour plus de show. Ils mettent d'ailleurs la main au portefeuille pour attirer ces tout bons joueurs avec un prize money de plus d'1 million promis à la paire qui s'imposera. Et peu importe pour les habitués du double mixte, comme Kristina Mladenovic, qui a remporté 3 grands chelems dans cette discipline. La joueuse française a déclaré « C'est une nouvelle terriblement choquante. Ils font ça pour vendre plus de billets pendant la première semaine de l'événement. Il s'agit d'un tournoi d'exhibition pour tous ceux qui veulent jouer. Qu'en est-il alors des joueurs jouant les qualifications en simple qui pourraient, avec leur classement en double, jouer en double mixte ?» Et puis cerise sur le gâteau, pour ne pas rendre trop épuisante la compétition, le format des matchs a été réduit à des sets de 4 jeux avec un tie-break à 4-4 et un super tie-break décisif en guise de 3e manche. Cette décision évidemment a heurté les habitués de la discipline qui dénoncent un manque de respect envers les joueurs de double. La paire italienne composée de Sara Errani et d'Andrea Vavassori s'est d'ailleurs exprimée via un communiqué sur les réseaux sociaux cette semaine. Tradition et histoire, des valeurs très sous-estimées à notre époque. À notre avis, prendre des décisions en suivant uniquement la logique du profit est profondément erroné dans certaines situations. L'année dernière, gagner l'US Open ensemble a été l'un des plus grands moments de notre carrière. Nous avons ressenti une chaleur et un soutien incroyable de la part des fans italiens, ce qui nous a rendus très heureux. Le double mixte n'est pas très connu, c'est vrai, mais tout ce qui fait partie d'une compétition en Grand Chelem est unique et c'est un grand honneur d'en faire partie. Ces dernières semaines, nous avons appris que le tournoi de double mixte de l'US Open allait être complètement bouleversé, annulé et remplacé par une pseudo-exposition axée uniquement sur le divertissement et le spectacle. Une décision prise sans consulter personne que nous ne pouvons qu'accepter. Nous y voyons une profonde injustice qui manque de respect à toute catégorie de joueurs. Faire passer l'argent avant le tennis n'est jamais une bonne idée. Nous ne savons pas encore si nous aurons la chance de défendre notre titre, mais nous espérons que cela restera un cas isolé et que ce type de politique ne sera plus envisagé à l'avenir. Ah oui, évidemment, la crainte de ces joueurs, c'est de voir cette pratique dans d'autres grands chelems. Quel est ton avis, toi, sur la question ? Bien, c'est 2 mondes qui s'affrontent et honnêtement, j'ai pas d'avis tranché par rapport à ça. Je comprends la position des organisateurs qui veulent amener quelque chose de plus spectaculaire, de plus excitant, de plus ludique aussi pour les gens, pour vendre plus de tickets.
je comprends ça parce que c'est quand même le but. D'attirer un maximum de jeux dans un format qui est un peu plus court, où les organisateurs peuvent choisir des équipes, donc mettre peut-être des vedettes ou des joueurs qui sont un peu plus populaires ensemble. Dans tous les cas, d'encourager les gens à aller voir le double mix, parce que quand tu vas sur les tournois, on ne remplit pas des stades avec des compétitions de double mixte. Donc ça ne me paraît pas complètement débile comme réflexion de la part des organisateurs. D'un autre côté, j'entends ce que disent les joueurs et ils ont 100% raison. Pour être un joueur de tennis professionnel, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'argent investi. Et donc tu veux le rentabiliser, et quand tu es pro, plus ou moins dans le top 100, tu peux rentabiliser, et la meilleure façon de le rentabiliser, c'est sur des grands chelems. Ce sont vraiment les 4 gros tournois qui payent. Si on te le retire pour faire ça, alors que tu pourrais potentiellement le jouer, parce que uniquement les meilleurs vont le jouer avec la combinaison des classements, et puis après ce sera des stars. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau, et ça c'est pas juste, parce qu'ils ont lutté pour être là, parce qu'ils ont travaillé pour être là, parce qu'ils ont investi de l'argent pour être là, et ils devraient pouvoir recevoir le payback. Et ce sera pas le cas. Donc deux mondes qui s'affrontent, deux mondes qui se confrontent, et de nouveau, qui est le juge de paix? C'est l'argent. De nouveau, on parlait de l'affaire Sinner, c'est la même chose, et c'est ça qui régit le sport aujourd'hui. On le dit presque dans chaque podcast, mais les exemples montrent que c'est malheureusement la réalité du terrain. Et de toute façon, l'organisation sera toujours beaucoup plus forte que n'importe quel syndicat de joueurs. Donc, ils ont beau monter au créneau, ça ne changera pas grand-chose, je pense. Et tu crois que ça pourrait arriver sur d'autres grands chelems? Tu penses que Roland Garros pourrait décider de faire pareil? Pourquoi pas? Par contre, sur Wimbledon, qui sont vraiment attachés aux traditions, je pense que ça n'arrivera pas à Wimbledon. Mais bon, qui suis-je pour affirmer ça? Mais j'ai le sentiment qu'avec la philosophie du très british et l'APA, après sur l'Australian Open, pourquoi pas? Et oui, et sur Roland Garros aussi, tout est possible. Mais tu sais, c'est quoi l'objectif aussi? C'est d'attirer un public beaucoup plus jeune aussi, il faut se rendre compte de ça, on voit l'impact du paddle aujourd'hui sur le tennis. Il y a quand même une perte de visibilité. Il faut aussi que les organisateurs vendent des droits télévisuels, donc tu auras beaucoup plus de chances de vendre un double mix où tu as, je vais dire une bêtise, Steffi Graf et André Agassi. Face à une nouvelle génération que Tish et Tosh qui jouent plus d'ailleurs, Tish et Tosh au tennis d'ailleurs, qui sont donc c'est tous les deux blessés. Mais Steffi Graf et André Agassi, c'est plutôt notre époque. Je dirais plutôt Paola Badoza et Tsitsipas. Oui, mais oui, c'est un mauvais exemple parce qu'effectivement c'est l'ancienne génération. Mais tu vois l'idée. Donc pour vendre des droits télévisés, pour vendre des tickets, il faut réorganiser le spectacle. Oui, mais alors si on commence comme ça, on peut commencer aussi à, comme ça a déjà été évoqué, révolutionner un petit peu la règle en grand chelem des 3 sets pour raccourcir les jeux. Bon, tout le monde se crie au scandale et il n'est pas question que ce soit le cas pour le moment, mais ça a été évoqué, comment rendre le tennis plus attractif. Si tu commences par des petites choses comme le double mixte, après, ça va être le double messieurs, et puis ça va être le double dame, et puis on va commencer à toucher au simple homme. Enfin, je trouve que par rapport au sport et à la tradition du sport, je trouve que ça n'a pas... Mais je partage ton avis. Moi, je suis aussi un puriste par rapport à ça, et je ne pourrais pas imaginer qu'un tournoi de Grand Chelem se joue en 2 sets gagnants. On sait que les plus grands matchs de l'histoire ont toujours été joués en 5-7. Coupe Davis et Grand Chelem, donc pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si on se projette à 15 ans, 20 ans, et qu'on voit qu'aujourd'hui, regarde les jeunes, ils sont incapables de... Enfin, moi j'ai des enfants, je ne sais plus les amener au cinéma. Ils ne savent pas rester 1h30 assis en regardant un écran. Ça n'existe plus. Il faut qu'il y ait il faut zapper ou avoir des tablettes. Donc aujourd'hui, nous, on est encore dedans. Mais la génération qui suit, il faut préparer l'avenir aussi, tu vois. Donc, et si la préparation, c'est adapter des règles qui nous semblent intouchables et inviolables, si pour le faire, c'est le seul moyen de ramener des gens et des fans, peut-être que ce sera malheureusement la seule solution possible. Oui, mais tu disais tout à l'heure que le tennis était un petit peu en perdition, notamment avec l'avènement du paddle, mais lorsque j'étais à Rotterdam au tournoi 500, il disait que jamais le tournoi ne s'était aussi bien porté et que le nombre de fans n'avait jamais été aussi élevé en Hollande, le directeur du tournoi, Richard Krajicek. Donc visiblement,
et je crois qu'on le voit dans les chiffres aussi en Wallonie, l'attrait pour le tennis est toujours bien présent. Bien sûr, mais est-ce qu'on peut dire la même chose du tournoi 250 d'Anvers ? Je veux dire, Rotterdam, c'est un tournoi exceptionnel. Tu as vu la tête d'affiche qu'ils ont ? Alors, l'année passée, c'est Sinner qui gagne, Alcaraz, Medvedev, Diminor. Enfin, ils avaient 4 ou 5 top 10 mondiales. C'est exceptionnel comme compétition. Donc, c'est normal que les gens vont se déplacer pour aller voir les meilleurs joueurs du monde. Quand tu fais un 250 ou au 125 du Bayway Open, tu remplis pas, hein. Et tu as des joueurs qui sont entre 50 et 100, et c'est un niveau exceptionnel. Donc les gens, ils se déplacent pour quoi ? Pour juste voir les têtes d'affiche. Les organisateurs de l'US Open, c'est ça la réflexion. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Les gens veulent voir des têtes d'affiche, veulent voir des vedettes. Alors pour revenir à des choses un peu plus réjouissantes, Phil, plusieurs tournois avaient lieu cette semaine, à commencer par le WTA 1000 de Doha, au Qatar. Peu de répit après l'Australie. Il y a tout de suite ces 2 gros tournois-là qui s'enchaînent, hein, Doha et Dubaï, avant la première tournée américaine avec Indian Wells et Miami. C'est toujours une période de l'année très chargée, hein. À peine l'Australie est finie, bam, il y a les Émirats. Certains reviennent en Europe chez les hommes pour jouer quelques tournois indoor. Les femmes, elles partent tout de suite, généralement, sur les Émirats après l'Australie. Alors, oui, pour les femmes, c'est pas un mauvais calendrier parce que tu reviens et finalement, tu es à 9-10 heures de vol. En rentrant sur Dubaï-Doha, donc au niveau géographique, c'est pas catastrophique, c'est plus problématique pour les garçons qui doivent revenir et s'acclimater et gérer le décalage horaire. Donc oui, ça fait partie du calendrier, mais on le sait, hein, quand tu vois le calendrier, c'est vraiment le seul moment de l'année, je pense, où les femmes sont un peu plus avantagées dans ce trajet. Sinon, pour les filles, quand tu vois la programmation des compétitions, c'est quand même un vrai désastre, hein. Tu vas des États-Unis en Asie, tu reviens en Europe, tu repars en Asie, c'est compliqué. Mais quand tu as une fille qui passe un tour ou 2 tours maximum en Grand Chelem en Australie, elle est obligée. Elle est obligée de rentrer, oui, effectivement. Elle va pas rester. Non, c'est un avantage pour les meilleurs, oui. Ah oui, de nouveau. Ouais. Ok, on est bien d'accord. C'est ça que je me demandais. Est-ce que, par exemple, Grete... Elle doit rentrer. Tu prends premier tour, tu rentres, bien sûr. Tu rentres à la maison, quoi. Ok, alors ce WTA 1000, il a été remporté par une joueuse que l'on n'attendait pas forcément là, Amanda Anisimova, 41e mondiale. Elle a battu en finale Jelena Ostapenko, 6-4, 6-3, pour décrocher le plus prestigieux trophée de sa carrière à 23 ans. Elle a vraiment une belle histoire, hein. Anisimova, elle a été très jeune sur le circuit, puisqu'elle a disputé sa première demi-finale en Grand Chelem, alors qu'elle n'avait que 17 ans. C'était à Roland-Garros en 2019. Un petit peu plus tard, elle perdait son papa. Et 4 ans plus tard, maintenant, en mai 2023, après avoir été victime d'un gros burn-out, elle décide de prendre une pause, de s'éloigner du circuit quelques mois. Et 21 mois plus tard, elle remporte ce WTA 1000 de Doha. Voilà ce qu'elle a déclaré en conférence de presse. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de larmes. J'ai été calme toute la semaine et j'ai eu confiance en moi. J'ai eu du mal à m'adapter au circuit et au mode de vie professionnel, mais je suis satisfaite de la façon dont j'ai traversé ces 2 dernières années très difficiles pour moi. Faire une pause et revenir par mes propres moyens m'a beaucoup aidé. Une fois de retour, j'ai pu profiter davantage de tout ce qu'il m'était offert. Belle résilience, cette Amanda Anisimova. Joueuse exceptionnelle, hein, vraiment exceptionnelle. On parlait un peu de Keys, Madison Keys, et certains qui étaient surpris de l'avoir gagné l'Australian Open, alors que les qualités tennistiques sont intrinsèques. Mais ici, Anisimova, c'est absolument phénoménal le talent qu'elle a. Au niveau de la qualité de la frappe, c'est dans le top 3 mondial probablement. Okay. La difficulté, donc elle est entraînée par un Belge, oui. Rick Vleeshouwer. Oui. De la Bray Academy. Oui, c'est ça. Avec qui j'ai pris un café cette fin d'année parce qu'elle a bien joué en Asie aussi. Et figure-toi que j'avais été voir le match d'Anisimova contre, je crois que c'était Zheng, parce que Kasatkina devait jouer la gagnante. Et j'ai regardé le match avec le frère de Daria et qui voulait absolument pas que ce soit Anisimova qui gagne parce qu'il savait que Daria, même top 10 mondial, était incapable de battre cette fille parce qu'elle frappe tellement fort. Et donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Anisimova a gagné le match et puis je crois qu'elle a mis 3-3 à Kasatkina. Parce que Daria Kasatkina a toujours difficile contre les filles qui frappent très fort. Bref, et après le match, j'ai bu un café avec
avec Rick, et on a discuté parce que elle a très bien joué l'année passée, elle a très bien joué aux États-Unis. Je pense qu'elle a fait finale à Washington et quart à Toronto ou demi à Toronto. Elle avait bien enchaîné, elle était bien montée, et donc on a échangé un tout petit peu. Pour la petite histoire aussi, Anisimova, elle a travaillé avec Carlos Rodriguez. Oui. Ça n'a pas beaucoup marché parce que Carlos Rodriguez est un coach très exigeant et puis un peu ancienne école aussi. Avec cette nouvelle génération, ça n'a pas cliqué. Et Rick, il a réussi à s'adapter à la personnalité très complexe de cette jeune fille, qui est une fille très gentille, mais qui est assez introvertie et qui a surtout pas une grosse capacité de travail. Elle a juste un talent phénoménal, mais elle n'aime pas trop s'entraîner, et donc il faut pas trop la bousculer. Et Rick, il a réussi à la lire, à accepter ça, à ne pas vouloir trop en mettre, et petit à petit, chaque jour, de la faire monter, de la faire grandir, mais en respectant toujours son rythme de travail. Et ça a été la grosse qualité de Rick. Et aujourd'hui, la fille est là, elle doit être 15 ou 16. Mais honnêtement, si elle continue, elle peut gagner un grand chelem. Bah, écoute, tu l'as dit, demi-finale à Roland à 17 ans. Oui. C'est juste dingue comme statistique. Cette fille-là, elle peut gagner les grands chelems. Oui, vraiment, et puis vraiment. À ce moment-là, elle était entraînée par son papa. Oui, qui est décédé 2 mois après. Oui, donc ça a sans doute aussi probablement le phénomène déclencheur de ces soucis. Mais bon, retenez le nom, si vous ne la connaissez pas, Anisimova, elle peut gagner Roland, elle peut gagner Wim, enfin je veux dire, elle est capable vraiment d'aller chercher les meilleurs. Fantastique joueuse. C'est intéressant. Et elle a gagné un chèque de $597 000 au Qatar. Pas mal. Bah, c'est une bonne semaine, hein. C'est une bonne petite semaine. Et puis le prestige aussi, elle a gagné parce qu'il y avait du très beau monde à Doha, puisque les 3 premières joueuses du monde étaient présentes. Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff étaient là au même titre qu'Elena Rybakina, mais ça ne s'est pas très bien passé pour les 3 premières têtes de série. Sabalenka a pris la porte au premier tour après sa défaite en 3-7 face à Ekaterina Alexandrova, la russe tombeuse d'ailleurs au tour suivant d'Elise Mertens, et au 3e tour de Jessica Pegula, 6e tête de série, donc un très bon tournoi pour Alexandrova, une fille qui ne fait pas beaucoup de brouille. Aussi entraînée par son papa, aussi une des meilleures serveuses sur le circuit, très puissante. Une fille aussi avec des hauts et des bas parce que mentalement difficile, même si elle s'est bien stabilisée les 2 dernières années, parce que maintenant elle est 20 au monde probablement, Alexandrova. Elle est exactement 22. Phil, t'es trop fort. Merci Christelle, j'aime bien quand tu me mets en valeur pour ma confiance, c'est bien. Oui, donc adversaire compliqué, et quand elle est vraiment on, c'est pas étonnant qu'elle puisse battre Sabalenka parce que sur 2 frappes, elle peut mettre des points gagnants de partout. Donc si elle joue, si elle est vraiment bien et que derrière elle est capable de garder son service sur toute la durée du match, elle est très difficile à battre. Et dans les surprises, il y a eu aussi Iga Swiatek qui a perdu pour la 5e fois consécutive contre Jelena Ostapenko. T'as vu un peu les images ou pas? Elle jette sa raquette, Ostapenko qui rigole, tu vois. Enfin, elle se déteste profondément. Elle a perdu un peu son sang-froid, Iga. Hein. Oui, à mon avis. Oui. Mais c'est vrai que Ostapenko est devenue la bête noire de Swiatek, qui était triple vainqueur à Doha, donc elle allait pour un 4e titre. Ah oui. Et elle a perdu de nouveau. C'est la 5e défaite consécutive. Alors t'es coach de Swiatek, Phil, tu fais quoi face à Ostapenko? Alors de mon côté, je prendrai un maximum de statistiques sur essayer de prendre un maximum d'informations sur Ostapenko, même si on la connaît quand même plutôt bien, et j'essaierai de voir. Je reprends les 5 matchs où elle perd, je regarde si elle fait 5 fois la même bêtise ou pas, et je viendrai avec un plan complètement différent sur la 6e fois. Donc tactiquement, ça c'est sûr, je ferai vraiment un truc à contre-pied. D'un autre côté, et c'est ça qu'il faut accepter, et c'est ce qui rend ce sport magnifique, c'est que c'est un sport d'adversité, le tennis, et tu peux avoir la meilleure stratégie possible et la meilleure tactique possible. Ostapenko, de nouveau, quand elle est on, j'aime bien l'expression, t'as l'impression qu'elle frappe la balle un peu derrière elle, mais elle te smash les balles et tu peux rien faire. Oui, tu disais ça. Tu vois, tu peux vraiment, Ostapenko, elle peut te mettre minable et tu peux rien faire. Moi, je me souviens, il y a 2 ans, j'étais au Mexique avec Elise Mertens. Elle signe pour faire un set, donc un set d'entraînement. C'était la veille du match. Et je dis à Elise, on n'avait pas encore joué de jeu,
certaines joueuses n'aiment pas trop se mettre un peu en danger comme ça parce qu'elles associent l'entraînement. Oui. Bon, bref. Si tu me bats, ça veut Ouais. dire que... Et bon, moi, j'y vais avec mes arguments en disant ça sert à rien de l'éviter. Il faut Bref, on y va. 6-1 en 17 minutes, je pense, pour Ostapenko. C'était ridicule. Et tu ne sais rien faire. Elle fait... Elise qui sert bien, elle servait, c'était point gagnant sur le retour. Elle mettait une patate à 185, elle prenait son verre, boum. Tu peux pas jouer. Ostapenko, elle est capable de faire ça. Et contre tout le monde. Ouais. Donc c'est juste savoir si elle est dans un jour on ou pas, quoi. Exactement. Et donc, elle a alors de moins en moins de mauvais jours depuis aussi probablement plus de 2 ans. Parce que Ostapenko, elle est 20, 25, 26 à la WTA. Ouais. Mais elle pourrait aller bien plus haut. Et je pense qu'elle va monter si elle arrive à mettre un peu plus de constance. Et de nouveau, ça part de la tête. Parce qu'elle peut très, très, très vite sortir de son match. Commencer à s'exciter sur son équipe, commencer à s'exciter sur le terrain. En fait, c'est très drôle. Quand tu la vois jouer, d'abord, elle triche énormément. Enfin, elle triche, il y a des arbitres, hein, mais toutes les balles, elle les voit hautes. Donc, ça veut dire que quand elle perd le point, elle se retourne, elle dit, ben, c'est jamais de sa faute. Elle est terriblement agaçante, terriblement agaçante. C'est jamais de sa faute, c'est l'autre qui a de la chance ou l'arbitre qui se trompe. Ouais, mais tu crois pas qu'à un moment donné, ça rentre dans la tête d'Iga, rien que le fait déjà dans le couloir pour monter sur le terrain, elle se dit déjà, oui, elle m'a déjà battu 5 fois, elle m'énerve dès que je monte sur le terrain. Enfin, oui. On a déjà appris de ne pas laisser ce genre de choses entrer dans sa tête, mais qu'est-ce que ça doit être compliqué. Oui, évidemment. Elle a déjà cet avantage-là avant de partir. Hein. Certainement. Bon, et Ostapenko, elle a été battue en finale par Anisimova, mais elle a été auteure d'un très joli parcours. Elle n'a pas perdu un set de la semaine et elle a notamment éliminé Lyudmila Samsonova, Yasmine Paolini, 4e joueuse mondiale, et Hans Jabeur avant de s'offrir donc le scalp de Swiatek. Elle a gagné 11 places au classement mondial. Tu l'as dit, elle est désormais 26e. Je rappelle que son meilleur classement, c'est une 5e place mondiale. À noter aussi que dans ce tournoi de Doha, Iga Swiatek avait gagné en quart de finale contre Elena Rybakina, contre qui elle a souvent des difficultés. Les deux joueuses en sont désormais à 4-4 dans leur confrontation. Elena Rybakina, dont le coach a été suspendu. On en parle, Phil ? Ah oui, c'est fou, hein. Oui, parce qu'on en avait discuté, le fait qu'il revienne, et maintenant le voilà de nouveau suspendu. Et toi qui es au courant de tout, elle va faire quoi alors, notre amie Rybakina ? Mais en fait, ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient une liaison. Ah bah oui, je l'ai lu aussi, ça, dans la presse. Ils étaient dans la même chambre à Dubaï. Non, à l'Australian Open. Ah, l'Australian Open. Quand le pauvre Goran était venu en renfort, puisqu'il est viré depuis l'US Open, Vukov, et donc elle avait appelé Goran Ivanisevic, qui est venu en Australie, et puis en Australie, Goran a appris qu'apparemment elle voulait réintégrer Vukov dans son équipe, mais comme il est sous le coup d'une suspension de la WTA, c'était pas possible, mais il était quand même dans sa chambre. Donc, bon, maintenant, elle est entraînée par l'Italien Davide Sanguinetti, et apparemment, elle a confirmé qu'il échangeait régulièrement avec Vukov depuis qu'il avait intégré son staff. Donc ça veut dire qu'elle ne se séparera jamais de son amoureux, alors ? Bah, écoute, je pense qu'à mon avis, c'est plus de cet ordre-là. Est-ce qu'il a une main mise sur elle, ou de quelle manière il a... Quand on est amoureux, hein, on est un peu con parfois. Hein. L'amour est aveugle, Christelle. Aveugle. Ah, pardon, rend aveugle. Voilà. Bon, voilà ce que vous pouvez dire sur ce tournoi de Doha. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les résultats de nos Belges dans notre capsule hebdomadaire On met la patate, en collaboration avec la page Le Tennis Belge au quotidien. Et je l'ai mise en ligne hier, donc n'hésitez pas à aller retrouver cette capsule. Vous aurez tous les résultats belges. Et si toutes les femmes étaient réunies au WTA 1000 de Doha, il y avait 3 tournois ATP 250 au programme cette semaine. À Marseille, Hugo Humbert, 26 ans, 17e mondial, est parvenu à défendre son titre ce dimanche face au Serbe Amad Medjedovic. Le Français s'est imposé 7-6, 6-4 pour s'offrir le 7e titre de sa carrière. C'est pas le plus prestigieux d'Hugo Humbert puisqu'il n'a battu aucun membre du top 30 sur la semaine. Mais bon, il a quand même fait face à la pression d'une défense de titre et des points qui vont avec. Le tout devant son public. Il faut quand même pouvoir le faire, d'autant qu'il a souffert apparemment d'un petit problème gastrique en début de semaine. On l'avait vu en 2024 connaître quelques gros trous d'air par moment dans sa saison, mais j'ai le sentiment qu'il est de plus en plus régulier, hein, Hugo Humbert. Oui, tout à fait. Belle prestation, c'est jamais facile de gagner en France aussi. Hein, comme tu le dis, il y a une pression additionnelle, mais aussi c'est un chouette garçon, très humble, très travailleur.
magnifique jeu aussi, donc non, chouette pour lui. Et qui a changé de coach. Il était entraîné par Jérémy Chardy. Et ils se sont séparés fin de l'année et c'est désormais Fabrice Martin, aussi ancien joueur français, qui le coach. Et finalement, Hugo Humbert aura sorti sans perdre le moindre set Alexander Bublik, Lorenzo Sonego et puis en demi-finale, Zizou Bergs, qui n'a malheureusement pas réussi à déborder le français malgré l'une ou l'autre occasion. Écoutez la réaction de Zizou après sa défaite à Marseille. Niveau, ja, ik denk dat ik al betere wedstrijden gespeeld heb. Oui, je pense que j'ai déjà joué de meilleurs matchs. J'aurais aimé que ce soit meilleur. Mais cela a évidemment aussi à voir avec un adversaire qui met beaucoup de pression. Et c'est quelque chose que je dois encore mieux gérer. Je pense que je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour saisir ma chance. Son service était vraiment très bon et il était très difficile de bien le retourner. Et sur mon propre service, c'était correct, mais quand même, il me manquait quelque chose. C'est sympa d'atteindre mon meilleur classement et d'avoir déjà eu de bons résultats cette année, d'avoir remporté beaucoup de matchs. Donc c'est aussi agréable lorsque vous atteignez votre meilleur classement, mais je pense que cela fait naturellement partie du processus et j'espère que cela continuera à progresser. Je joue maintenant mardi à Doha, à nouveau une bonne chance de continuer et j'espère acquérir encore plus d'expérience contre ces joueurs-là. Wellicht dinsdag in Doha. Opnieuw een goede kans om door te zetten en hopelijk nog meer ervaring op te doen tegen die mannen. À noter que Zizou Bergs avait profité du forfait de Zinzhen Zhang en quart de finale. Le Chinois a jeté l'éponge après avoir perdu la première manche 7-5. Et comme il l'a dit, Zizou atteint le meilleur classement de sa carrière ce lundi avec une 58e place mondiale. Il redevient meilleur joueur belge devant David Goffin. Et pour revenir brièvement sur cette finale et sur Ahmad Medjedovic, même s'il a perdu face à Hugo Humbert, il a impressionné tout au long de la semaine avec des victoires sur Raphaël Collignon, Karen Khachanov, Daniel Altmaier et Daniil Medvedev en demi-finale. Grâce à ces beaux résultats, le Serbe grimpe de 23 places et se retrouve 73e ce lundi. Daniil Medvedev, c'est plus compliqué ces derniers temps-là. Oui, on en avait parlé en début d'année. Je trouve qu'il est moins efficace quand même. Je trouve que son jeu n'évolue pas positivement. Puis ça gaze toujours autant. On a l'impression qu'il est frustré. Oui. Ça reste difficile. Il est toujours en souffrance. Et voilà, il défend, il joue très loin derrière la ligne. Ça va être. Il sera là parce que son niveau moyen est meilleur que les autres, donc il fera toujours des demi et des finales probablement. Mais est-ce qu'il va s'envoyer des Master Series parce que c'est son potentiel ou des grands chelems? C'est vraiment un gros point d'interrogation. Moi, je pense que ça va être vraiment dur. On en avait parlé en début d'année, tu vois. Ouais. Je l'avais pas du tout mis dans mes favoris en Australie et malheureusement pour lui, je m'étais pas trompé et je le vois pas. Non, après, je sais pas. Est-ce qu'il doit amener des changements, une vision différente? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire quand même. Il faut qu'il se réinvente. Oui. J'ai le sentiment qu'il doit se réinventer un tout petit peu. Il ne surprend plus en fait. Il est temps aussi parce que il a quel âge, Daniil? Oui, il a fait une carrière numéro 1 mondial. Oui. Vainqueur de Grand Chelem, 2 finales. Oui. Il pourrait ranger la raquette aujourd'hui, qu'on pourrait dire. Bravo et merci monsieur. Mais moi personnellement j'adore le personnage, j'adore écouter ses interviews, je le trouve vraiment brillant. C'est vraiment un gars intelligent et il a une façon de s'exprimer, une façon de dire les choses qui sont à la fois toujours très justes et très, très cash, mais avec une petite touche d'humour. Il est exceptionnel, quoi. Il est exceptionnel. Quand je suis allée à Rotterdam, je l'ai croisé à l'entraînement avec Gilles. Je ne savais pas qu'il parlait aussi bien français. C'est vraiment... il a fait ses classes en France. Il est à Nice depuis qu'il a 14 ans. Il est à Monte-Carlo, mais de là... Non, il a fait ses classes. Aujourd'hui, il est à Monte-Carlo. Mais il s'est entraîné à Nice, chez Jean-René Lisnard, avant qu'il se sépare. Mais il vient de l'académie là. Il est arrivé à 12-13 ans. Oui, parce qu'il s'exprimait avec Gilles... Il bien sûr. En français. Quand tu écoutes les interviews à Marseille, c'est parfait. Et il parle évidemment super bien. Oui.
Et d'ailleurs, Gilles, qui était adorable quand je l'ai croisé. Il est toujours adorable. Oui, donc on espère pour eux que évidemment. ça va aller mieux. Il faudrait qu'on le réinvite d'ailleurs dans notre podcast. Oui, ce serait chouette, on va faire ça. La dernière fois, tu n'étais pas là, j'étais toute seule, c'était au tout début de GCT Podcast. Oui. Mais il était toujours tellement gentil. Attention, il te fait un peu d'ombre, parce qu'il a aussi un podcast sur Facebook. Non, il fait des vidéos en direct. Oui, et il donne des conseils, etc. Mais jamais aussi bonne que les tiennes. Jamais aussi bon que les tiens, Phil. Alors, et les Serbes étaient décidément à la fête cette semaine parce qu'à Delray Beach, c'est Miomir Kekmanovic qui s'est imposé en finale face à Alejandro Davidovic Fokina, 3-6, 6-1, 7-5. Alors là, je ne sais pas si tu as vu les images, mais vraiment cruelle défaite pour l'Espagnol qui a manqué 2 balles de match. Il a vraiment manqué parce que l'une, c'est pour quelques centimètres à l'issue d'un échange et l'autre, c'est sur une volée de Kekmanovic qui a touché la bande du filet. Donc le genre de défaite dont on se souvient, et à mon avis il ne va pas endormir pendant plusieurs mois. Davidovic Fokina, qui a 25 ans, 60e mondial, était en quête de son premier titre ATP. En quart de finale, l'Espagnol avait éliminé l'Américain Taylor Fritz, tête de série numéro 1, et qui tentait de décrocher pour la 3e fois d'affilée le tournoi floridien. Un petit peu comme Xavier Malisse, c'était son tournoi. Delray Beach, il l'a gagné 3 fois, il a toujours bien joué à Delray Beach. Voilà, et Kekmanovic, lui, eh bien, c'est son 2e titre ATP 250 à 25 ans, après sa victoire à Kitzbühel en septembre 2020. Et puis, le dernier tournoi masculin de la semaine, c'était à Buenos Aires, en Argentine, et c'est le jeune joueur brésilien. Premier titre pour lui, oui. Qui continue d'impressionner. Incroyable. Joao Fonseca, sa première finale sur le circuit, premier titre. En finale, le Brésilien, 99e joueur mondial, est venu à bout de la star locale, Francisco Cerundolo, 28e mondial, victoire 6-4, 7-6, à 18 ans, 5 mois et 26 jours. Fabuleux. Je vous rappelle qu'il avait gagné le Masters de la Next Gen l'an dernier, réservé aux joueurs de moins de 21 ans. Et Fonseca est la plus belle progression de la semaine au classement ATP. Il grimpe à la 68e place mondiale. 18 ans. Je pense qu'il va faire des dégâts. Oui, dans 1 an ou 2, il sera là. Ce Fonseca. Oui, il est déjà là, mais il est là, et tu l'as vu jouer, c'est impressionnant. Impressionnant. Fabuleux. Et gentil. Oui. Très gentil. Vous êtes déjà proche. Brésilien. Vous êtes déjà proche, ok, d'accord. J'ai été en conférence. C'est fou les contacts que tu as avec les joueurs. Il est tellement mignon. Il ne dépasse pas Matteo Berrettini, mais néanmoins, il est un peu plus jeune. Mais non, mais c'est parce que Alexander Blocks l'avait battu quand il a gagné son titre. À l'Australian Open Junior, et donc il le connaît bien, et voilà, et on avait fait le rapprochement à Bologne pour parler un petit peu d'Alex Blocks, mais c'est vrai que là il évolue vraiment un cran plus vite, Joao Fonseca. Et puis un dernier petit mot sur cette UTS de Guadalajara où David Goffin était présent ce week-end, l'Ultimate Tennis Showdown de Patrick Mouratoglou au Mexique. Il a été en finale où il a perdu face à Thomas Marach, mais il a fait quelques très bons matchs, notamment contre Casper Ruud en demi-finale, qu'il a battu. Et puis il avait aussi sorti Flavio Cobolli et Jakub Mensik, 2 joueurs du top 50 quand même. T'as déjà regardé ces tournois sur 3 jours? C'est fun. Ils utilisent un format différent que celui de l'ATP, avec des nouveautés intégrées pour dynamiser le jeu et le rendre plus spectaculaire. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment fun, vraiment fun. C'est une belle initiative de Mouratoglou. Non, c'est drôle, et tu vois que c'est un peu comme dans le golf. Tu as vu ce que Tiger Woods avec un autre top joueur, ils ont créé une compétition à l'intérieur. Ah oui, j'ai entendu parler. Tu as entendu parler de ça? C'est absolument phénoménal. Donc c'est complètement aussi une nouvelle. Donc ils jouent sur un tapis. Ils tapent dans un écran, et après quand ils arrivent sur le green bouge, etc. Donc il y a vraiment le gazon sort, et l'intensité du gazon évolue. Donc ils jouent sur place, mais ils jouent comme en vrai. Et t'as les gens qui sont autour et qui s'amusent, et c'est vraiment un spectacle et un show incroyable. Et ça, c'est des bonnes initiatives. Alors, est-ce qu'il faut en faire une constance sur le circuit? Je sais pas, mais ça a beaucoup d'intérêt. Les gens, c'est vraiment chouette à regarder. Et pour David, j'espère parce que David sur le circuit officiel n'a pas encore gagné un match cette année, c'est un début compliqué pour lui. Donc j'espère que ces victoires-là vont lui donner un peu de kick et un peu de confiance pour lancer sa saison avec une première victoire. Ouais. Après, il y a la controverse, j'ai vu passer quand même, et certains internautes m'ont posé la question, comment est-ce possible qu'il accepte de jouer ce genre de tournoi qui ne lui rapporte finalement pas de points, et qu'il refuse de jouer la Coupe Davis 2 semaines plus tôt,
face au Chili. C'est à lui à répondre à cette question-là, mais financièrement, c'est juste dingue. Hein. Mais oui, évidemment. C'est difficile de renoncer à beaucoup d'argent. Hein. Tu sais un peu, c'est quoi les prize money? Sur le Mexique, là, j'ai aucune idée, mais je sais que c'est vraiment des montants qui sont impressionnants. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Ouais, on se doute que s'il accepte... évidemment. Bon, mais voilà, après ça lui fait des matchs, il est aligné parce qu'il joue l'ATP 500 d'Acapulco. Après, il m'avait expliqué à Rotterdam qu'il restait sur plus ou moins le même spot pour Indian Wells Miami, et donc c'était bien pour lui de s'acclimater à ces conditions-là. Voilà, mais je sais que il est un petit peu critiqué de ne pas répondre aux appels de Steve et Darcy, le capitaine de Coupe Davis, et d'aller sur ce genre d'événement. Oui, alors moi, c'est des choix. On était confronté à ça avec Reed Minen l'année passée aussi, d'accepter de ne pas aller en Chine. C'est des choix de carrière. Tout est discutable, évidemment. D'un autre côté, David, il a déjà rendu de nombreux services à la Coupe Davis et je trouve qu'on a vite tendance à oublier ça. Et puis la jeune génération, elle a les moyens de le faire. Hein. Ouais. Je veux dire, Zizou Bergs, Alexander Blocks, Raphaël Collignon. Raphaël Collignon, je veux dire, c'est Gauthier Auclin, ce sont des joueurs qui peuvent faire le travail. Ouais. Donc, ok, il vient pas, mais il laisse une place aux autres. Si Zizou Bergs peut s'exprimer comme ça en Coupe Davis, c'est probablement aussi parce que David n'est pas là. Ouais. Si Alexander Blocks a pu faire sa première rencontre et vivre l'expérience ici à Celt dernièrement, c'est parce que David Goffin n'est pas là. Donc, il sert. Tort, quoi. Mais ça fait pas de tort au tennis belge, non. Ça fait surtout pas de tort à la jeune génération qui est là et qui est terrible. Ouais. Après, quand il faudra, imagine, on se qualifie comme c'était le cas à Bologne, tu dois aller rencontrer des grosses nations. Alors, là, je pense que à Bologne, ça aurait été pas mal qu'il eût été là. Honnêtement. Quand tu as des Fonseca, des Matteo Berrettini, des Sonego, Musetti devant toi, tu dois avoir David Goffin dans ton équipe. C'est plus facile. Sans dénigrer. Mais donc, regarde, quand on joue la Hollande en phase de poule, on va là-bas, quelle chance on avait de gagner la rencontre sans David. Et ils l'ont fait. Ouais, non, c'est sûr. Non, c'est vrai. Et moi, je pense que place aux jeunes, c'est pas mal. Et on va pas blâmer David d'aller se faire un petit peu plaisir à l'UTS. Non, parce que David, il est toujours... Moi, j'étais à Rotterdam aussi. On était avec la raquette de Wavre. On était passer une journée. Le jour des qualifs. Enfin, dernier jour des qualifs. Et c'est une journée intéressante parce que tu vois tous les entraînements, etc. Et David, il s'est rendu disponible. Donc... il était d'accord de faire quelques photos avec les membres de l'école de tennis, etc. Et donc il devait terminer à 15h, il a terminé un quart d'heure plus tôt. Il a attendu gentiment que tout le monde vienne, il était disponible. Je veux dire, il est extrêmement, extrêmement gentil, toujours reconnaissant de ses fans. Et donc voilà, ça il faut le souligner aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Oui. C'est vrai, il est profondément gentil, respectueux, et donc ça mérite d'être dit. Oui. Et Zizou est sur sa lignée parce que Zizou est aussi extrêmement disponible. Évidemment, et très dans un style complètement différent, beaucoup plus extraverti, mais aussi très disponible. Oui. Alors, David a perdu 8 places, évidemment, ce lundi. Il est désormais 65e joueur mondial. Donc, on espère qu'il va, comme tu le disais, reprendre un petit peu du poil de la bête dans les prochains tournois aux États-Unis. Et avant de refermer ce podcast, j'aimerais, comme le veut la tradition, faire une mention à l'un de mes contributeurs qui est devenu Je C'était Podcast Premium récemment. Il s'appelle Mathias, il a un compte Instagram qui s'appelle Marvel of Tennis et il est devenu donc membre Premium. Je l'en remercie vivement. Mathias est C15-5, il a arrêté le tennis quand il avait 15 ans, il a recommencé à 30. Et s'il pouvait avoir le même coup qu'un joueur pro, ce serait le revers de Roger Federer. Et il se verrait bien partir en vacances sur le même bateau que Ben Shelton. Mathias rêve d'un jour aller au tournoi du Queens ou au Masters 1000 de Rome. Et il a découvert Je C'était Podcast sur Instagram il y a un peu plus d'1 an. Voilà, merci beaucoup Mathias pour ta contribution, pour ta fidélité et... tu connais bien Phil et tu l'admires beaucoup. Oui, j'aime bien Mathias, c'est vraiment un vrai passionné et je l'embrasse aussi. Voilà, et c'est ici que nous refermons ce podcast. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Si cette émission vous a plu, eh bien alors allez nous mettre quelques petites étoiles sur Apple Podcasts, Spotify. Cela nous aide énormément à augmenter la notoriété de Je C'était Podcast. Merci beaucoup Phil d'avoir été avec moi. On se retrouve. Toujours un plaisir, on se retrouve demain. Allez, on en refait un demain.
Allez. Non, on se retrouve dans 15 jours. Bon, ok. Soyez au rendez-vous et belle journée à vous. Ciao.